Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, le report en janvier du débat parlementaire sur le travail le dimanche, signe de flottement dans la majorité, mais aussi entre François Fillon et Nicolas Sarkozy qui auraient été contrariés ce matin par les déclarations de son Premier ministre sur la nécessité de calmer les esprits. Autre tension, la loi sur l'audiovisuel. Il n'y a pas de majorité sénatoriale pour le moment. Selon Jean-Pierre Raffarin, la majorité des élus centristes se disent opposés au texte en l'état. Éclairage dans ce journal de Pierre Bonde-Joseph. On reprend tout à zéro, lance Xavier Darcos qu'on vient de voir. C'était au Sénat il y a un instant. Malgré son ajournement, la réforme du lycée fait descendre des dizaines de milliers de manifestants dans les rues. La Poste deviendra une société anonyme à capitaux publics. La précision apportée par le chef de l'État lors d'un déplacement dans les Vosges prend de court les syndicats. Nos invités, Sonia. Oui, ce soir on reçoit Jean-Michel Lemétayer, président de la FNSEA, et on parlera avec lui de l'impact de la crise dans le secteur agricole. Également avec nous ce soir sur notre plateau, les sénatrices Isabelle Debré et Nicole Bricq, et on reviendra sur le laborieux débat sur le travail du dimanche. Et puis enfin, nous tenterons de savoir qui en France a été piégé par le scandale Madoff. Les lycéens défient donc Xavier Darcos dans les rues de France. Oui, le ministre de l'Éducation n'a pas convaincu les lycéens en reportant d'un an sa réforme du lycée. Bien, il entendait désamorcer leur mouvement, mais les lycéens n'en démordent pas. Ils veulent l'enterrement pur et simple de cette réforme. Alors plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont manifesté un peu partout en France, notamment à Paris, Toulouse, Lille ou encore Dijon. Un mouvement qui reste très déterminé avec, comme vous le voyez sur ces images, des heurts dans plusieurs villes, notamment à Lyon. Et le ministre de l'Éducation nationale, je le disais, Xavier Darcos, a expliqué tout à l'heure qu'il allait reprendre le dossier de cette réforme du lycée à zéro. On écoute le ministre tout à l'heure au Sénat lors des questions d'actualité. Nous allons reprendre les choses à zéro. Nous allons ensemble rouvrir la totalité du dossier. Nous allons prendre le temps, sans hésiter précisément, de sorte qu'on ne dise pas que cette réforme est faite à la va-vite et pour des raisons qui ne seraient pas dictées par l'intérêt des lycéens, par l'intérêt des jeunes de ce pays. Et je regrette qu'un certain nombre d'élus, et le Parti socialiste qui aujourd'hui défile avec les lycéens, puissent indirectement encourager les débordements que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'on défend la jeunesse. Et moi, je vous le dis, dans quelques années, quand on fera le bilan, les jeunes lycéens verront de qui, du gouvernement de François Fillon ou de ceux qui défilent aujourd'hui, ont vraiment aimé la jeunesse. Voilà, autre dossier délicat, la réforme de l'audiovisuel. La quête d'une majorité apparaît délicate au Sénat. La majorité des sénateurs centristes se déclare contre le texte en l'état. Oui, alors que cette réforme arrivera au Sénat en janvier après la suppression effective de la publicité sur le service public, eh bien l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin demande une poursuite des discussions sur le texte. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui, a-t-il dit. Ce texte qui perturbe un grand nombre de sénateurs. Ils ont l'impression de débattre d'une réforme déjà engagée. Pierre Bonde-Joseph. Jean-Pierre Raffarin est très remonté et il menace. Le groupe centriste et un certain nombre de parlementaires, y compris dans la majorité, sont sceptiques. Les uns sont contre la taxe, les autres sont contre la nomination du président. D'autres, enfin, se disent qu'il est dommage qu'un texte puisse être appliqué avant d'être voté. Après 3 semaines de débat à l'Assemblée nationale, le gouvernement pensait être sorti d'affaire sur sa réforme de l'audiovisuel public. C'était sans compter sur la crispation des sénateurs du centre et de l'UMP, furieux d'être mis devant le fait accompli avec la décision prise hier par Patrick de Carolis de supprimer la publicité avant même que la loi ne soit votée. Le gouvernement n'a pas fait la preuve d'apporter durablement les recettes nécessaires au bon fonctionnement et au développement de France Télévisions. Je pense que le sujet du financement est un sujet majeur dans la réforme de l'audiovisuel et qu'il va mériter un débat sans doute qui permettra peut-être de trouver d'autres solutions que celles qui ont été envisagées jusqu'à présent. À gauche, on espère profiter de cette coalition des déçus pour remanier l'un des aspects les plus controversés de la loi. On verra la dose d'impertinence et de liberté de certains républicains de droite, et voire centristes, dans l'hémicycle sur la question de la nomination du président par l'exécutif et de sa révocation. C'est au cœur de quelque chose qui est lié à la liberté d'expression. Pire que la guérilla parlementaire, le gouvernement va devoir gérer à la rentrée une mutinerie parlementaire.
Le travail le dimanche, la réforme de l'audiovisuel, débat à suivre sur ce plateau entre deux sénatrices, l'UMP Isabelle Debré et la socialiste Nicole Bricq. La Poste deviendra une société anonyme à capitaux publics. Oui, le changement avait été annoncé, il a été confirmé par Nicolas Sarkozy. La Poste sera donc une société anonyme qui ne sera ouverte qu'à des capitaux publics. Pour faire face à l'ouverture de la concurrence en 2011, 3 milliards d'euros sont nécessaires d'ici 2012, des financements qui seront donc publics. Alors que le déficit de l'État ne cesse de se creuser, il s'approche désormais des 80 milliards d'euros. Oui, et le ministre du Budget s'est livré hier à un exercice plutôt difficile, clarifier devant le Parlement les prévisions du gouvernement en matière de déficit, alors que la révision de la croissance et le plan de relance de l'économie ont brouillé l'horizon. Au final, l'addition est lourde, au moins 80 milliards d'euros de déficit, et on s'attend à des chiffres encore plus importants. Élisée Cardi. 100 milliards d'euros de déficit. Au Sénat, la somme affole dans l'opposition, comme dans la majorité. Ça paraît tranquille et en quelques mois, les enchères montent. On dirait que tout ça, c'est théorique, virtuel. Ça fait peur. La France serait contrainte, à nouveau, à s'endetter. Certains penseront que ces manières d'être, c'est presque du Madoff. Du Madoff, comparer l'État avec ce financier irresponsable qui aurait détourné des milliards d'euros, l'accusation est sévère. Et cet après-midi, pour le vote du projet de loi de finances rectificative au Sénat, ni Christine Lagarde ni Éric Woerth n'ont fait le déplacement. Le seul représentant du gouvernement tente de s'expliquer. Oui, nous prenons les mesures qui s'imposent et nous voulons privilégier l'investissement. Et quand la crise, qui ne va quand même pas durer 10 ans, sera revenue à des alizés supérieurs, nous serons prêts. Sur la facture, le financement du fonds stratégique d'investissement et bien sûr le plan de relance annoncé le 8 décembre. Pour Éric Woerth, le déficit serait contracyclique. Comprenez, l'investissement qu'il représente serait bon pour la croissance. Il faut bien quand même comprendre que notre déficit public n'est pas uniquement contracyclique. On a des problèmes de finances publiques en France depuis le début des années 1980. Donc on a une partie du déficit qui est contracyclique et qui est bonne pour la croissance. Tant mieux, c'est très bien. Hein. Ce sont les 20 et quelques milliards qui ont été annoncés la semaine dernière. Et puis on a toute une partie qui tient à la mauvaise gestion de l'État, tout simplement, depuis 20 ans. Alors ça, on a commencé à s'y attaquer, mais assez timidement. Et ce chiffre de 100 milliards pourrait encore s'aggraver. La prévision de croissance pour 2009 a été revue à la baisse par le gouvernement lui-même. Elle ne serait que de 0,3% au lieu des 1% prévus. Le déficit qui se creuse, c'est le système Madoff. On vient d'entendre Jean Arthuis. L'affaire Madoff proprement dite. Les précisions attendues ce soir de l'autorité des marchés financiers. Oui, et on se souvient qu'hier, Bercy craignait un mouvement de panique des épargnants suite justement au communiqué de cette autorité selon lequel les épargnants français pourraient perdre plusieurs centaines de millions d'euros. Alors aujourd'hui, plus de précisions. Le grand public serait en fait peu exposé à cette escroquerie. En effet, les particuliers ne seraient concernés qu'à hauteur de 8% des pertes. On reprendra ce dossier dans un instant avec deux invités. Les prix du brut au plus bas depuis 4 ans. Oui, et cela malgré la réduction record de la production annoncée par l'OPEP et la chute de la livre sterling, eh bien les marchés du pétrole qui n'en finissent plus de dégringoler. Dans le secret, derrière les murs de la prison de Fleury-Mérogis, les images choc prises donc à l'intérieur de l'établissement. Et ce sont des prisonniers qui ont pu filmer en fait clandestinement l'état de la plus grande prison de France. Ils ont réussi à introduire une mini-caméra et ont filmé à l'intérieur des cellules des images qui confortent l'état de certaines prisons françaises que vous regardez sur ces images. Voilà, on peut voir ce film complet sur le site internet du journal Le Monde qui publie ce témoignage ce soir. Netanyahou à Paris pour rencontrer Nicolas Sarkozy. Et le leader de la droite favori pour succéder à Ehud Olmert est à Paris pour la semaine. Le chef de l'opposition de droite qui est soupçonné de vouloir geler toute négociation avec les Palestiniens sur le plan de paix au Proche-Orient. Un processus de paix qui est d'ailleurs mal engagé selon Bernard Kouchner. On l'écoute, il était aujourd'hui à l'Institut du monde arabe. Un processus de paix qui, hélas, ne marche pas si bien. Et aujourd'hui, là, nous allons parler très précisément de l'initiative de paix arabe qui revient, peut-être au moins comme un complément, peut-être aussi comme une part de la solution. Alors, nous allons débattre de tout ça. Et tout de suite, la suite du 18h avec 3 sujets, 3 débats. L'attention autour des réformes voulues par Nicolas Sarkozy, le piège Madoff pour combien d'épargnants français et enfin la crise vue du monde agricole avec Jean-Michel Le Métayer.
Le travail le dimanche, réforme voulue par Nicolas Sarkozy, se révèle périlleux pour la majorité. Le débat reprendra donc à l'Assemblée nationale à la mi-janvier, malgré un menu législatif déjà très chargé. Avec nous Isabelle Debré, rapporteure UMP de la proposition de loi au Sénat, et vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires sociales. Nicole Bricq, sénatrice socialiste et vice-présidente de la Commission des finances. Alors Isabelle Debré, vu le flottement dans la majorité, ce débat du dimanche est-il inutile et stérile, comme l'a dit ce matin Dominique de Villepin? Je le trouve ni inutile ni stérile. Le débat, c'est la démocratie, donc je suis pour les débats. Et pourquoi ne pas débattre alors que tous les pays d'Europe l'ont fait? Donc il faut débattre de ce sujet, il faut le mettre sur la table, il faut en parler, il faut arriver à un consensus. Le débat peut être long, ça ne me choque absolument pas. Ce qui me choque en revanche, c'est ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Et là, c'est totalement indigne. Moi, je trouve que lorsqu'on est parlementaire, on a un certain devoir de se tenir correctement. Et j'ai vraiment honte de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Concrètement, qu'est-ce qui vous a choqué, à part l'obstruction habituelle dans les cas comme cela de débat aigu? Non, l'obstruction est une chose, il y a aussi de l'obstruction et ça peut arriver, il y a des débats. Mais qu'est-ce qui vous a choqué? Écoutez, la teneur des débats, les paroles, les gestes, enfin je trouve ça totalement indigne de notre Parlement. Ça m'a beaucoup choqué. Justement, Nicole Bricq, alors la majorité bute sur ce texte, mais Nicolas Sarkozy qui renvoie à la responsabilité justement de la pagaille à la gauche, il parle de blocage systématique, d'injures. Qu'est-ce que ça vous inspire? Autre temps, autre mœurs. Moi je me souviens du débat sur le Pacs, où l'opposition d'alors avait déposé des centaines et des centaines d'amendements qui avaient fait que le débat avait duré. C'est un mauvais exemple que vous aviez dénoncé à l'époque. Absolument. Et donc, moi j'étais présente, j'étais députée à l'époque, donc n'obons pas là-dessus. Mais sur le fond, moi je crois qu'il y a quand même 3 motifs essentiels d'opposition à cette affaire, qui suscite de l'émoi, y compris dans les rangs de la majorité, dans les rangs de corps constitués, je ne vais pas parler de l'Église, bon, bref. Il y a 3 motifs d'opposition qui nécessitent vraiment ce temps. Le premier, c'est que on fait, à une proposition de loi, on déclare l'urgence sur un sujet qui touche, on le voit bien, à la vision qu'on a de la société, qui touche à la vie sociale, comment on l'organise, et qui touche quelque part à l'organisation de la vie familiale. Alors sur ce premier point, Isabelle Debré, qu'est-ce que vous répondez? Fallait-il décréter l'urgence pour aborder une question de société, comme le dit Nicole Bricq? Je ne vais pas me prononcer s'il faut qu'il y ait urgence ou pas urgence, il faut qu'il y ait débat. Même si les débats sont longs, ça ne me choque absolument pas. Encore une fois, on est là pour débattre. Vous savez que le Parlement va avoir de plus en plus de responsabilités, on a donné de plus en plus de pouvoir au Parlement. Les débats doivent exister, mais encore une fois, dans la dignité et le respect des autres. Les 2 autres points que vous vouliez évoquer, alors, Nicole Bricq. Le deuxième motif d'opposition, il est sur l'argument économique. On nous dit il faut ouvrir la croissance, le plus d'emplois, le plus de tout, etc. Bon, les pays, attendez, il y a des études qui ont été faites sur des pays qui ont l'ouverture totale de dimanche. Il y a une étude de l'OFCE sur l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, ils n'ont pas des modes de vie fondamentalement différents des nôtres. Eh bien, ça n'a pas augmenté la consommation. Qui plus est, dans une période de récession, c'est quand même le porte-monnaie qui compte. Alors, vous pouvez vous balader dans les centres commerciaux, c'est pas pour ça que vous achèterez davantage si vous n'avez pas la faculté de dépenser. Justement, les économistes parlent d'un report d'activité, pas forcément de plus de croissance. Les études donnent bien qu'ils donnent plus de croissance, ça c'est exact. Plus d'emplois, je ne sais pas, plus de croissance, très certainement. Voilà, la seule chose que je vois aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, nous avons 7,5 millions, pratiquement 7,4 millions d'actifs qui travaillent le dimanche et 2,5 millions de salariés qui travaillent le dimanche. Cette proposition de loi de Richard Mallier est là pour justement faire en sorte que ceux qui veulent aujourd'hui travailler le dimanche. Vous avez, j'ai des tas d'articles de journaux que je pourrais vous montrer, des gens qui manifestent dans la rue pour pouvoir continuer à travailler le dimanche. C'est absurde. Donc pourquoi ne pas laisser à ceux qui veulent travailler le pouvoir de le faire? Je vais vous dire une chose, on ne perd jamais
à donner plus de liberté. En revanche, il faut accompagner cette liberté de sanctions drastiques, mais drastiques pour ceux qui éventuellement en abuseraient. Nicole Bricq, c'est peut-être le troisième point que vous vouliez apporter, votre troisième critique sur le volontariat qui est mis en avant. Vous n'avez pas répété, mais je vois que... Ici, le débat est très serein en tous les cas. Alors, le volontariat. Écoutez, c'est le troisième motif d'opposition, c'est le volet social. L'argument du volontariat ne tient pas, surtout dans la période où nous sommes, qui est une période de crise. Nous savons bien que dans ces enseignes, le rapport de subordination de l'employé au patron est le plus dur. Donc l'argument du libre choix ne tient pas. Alors quant à l'argument qui consiste à dire les gens veulent pour gagner plus, alors là... Les sondages sont très différents parce qu'une majorité de Français... Alors là, excusez-moi, mais quand on regarde les prix qui sont accordés, il vaudrait peut-être mieux quand même. Il vaudrait peut-être mieux que le salaire de base de ces employés soit augmenté, soit convenable, leur assure une vie décente, plutôt que de leur dire eh bien, écoutez, le dimanche, vous laisserez vos enfants et vous viendrez travailler au supermarché. Alors, Isabelle Debré, est-ce que vous craignez aujourd'hui justement qu'il n'y ait pas de majorité pour voter ce texte, même revu et corrigé? Non, je ne crains rien. Je veux que le débat se fasse et je pense aussi à tous ces étudiants qui ont besoin de travailler le dimanche. Ça leur évite de rater leur cours ou de travailler la nuit. Je parle à de ces femmes seules. J'en parlais avec une de nos collègues de gauche qui me disait qu'effectivement, elle aussi reçoit des lettres de femmes seules avec enfants qui ont envie de travailler le dimanche, de façon à récupérer 2 jours. C'est l'heure la demi-part déjà. Ce sera déjà bien. Je suis désolée, mais nous n'avons pas supprimé la demi-part. Vous savez très bien que c'est un amendement qui venait de l'Assemblée nationale au départ. Et ça n'est pas absolument, en tout cas certainement pas moi qui vais faire ça. Donc ça, c'est pas le même sujet, pardon. Mais ce que je disais, que donc des femmes qui ont besoin d'avoir 2 jours, parce qu'il faut savoir quand même que si on travaille le dimanche, bien évidemment, il y a une compensation salariale importante, il y a le droit au refus, mais il y a aussi 2 jours de repos, enfin 1 jour de repos, donc 2 jours de repos compensateurs. Et il y a des tas de femmes qui me disent, mais écoutez, moi, Madame Debré, je suis désolée, mais je préfère avoir 2 jours de plus et passer tout mon mercredi avec mon enfant. Donc aujourd'hui, le dimanche est un jour exceptionnel. Il doit le rester de par notre culture, de par la culture française et nos origines. Mais pourquoi ne pas laisser les gens qui ont envie de travailler le dimanche travailler le dimanche? Dernier point, est-ce que vous avez des inquiétudes en revanche quant à l'adoption du texte de loi sur la réforme de l'audiovisuel, Isabelle Debré au Sénat? Vous avez entendu Jean-Pierre Raffarin, il dit en l'état, le texte, il passe pas. Vous avez des inquiétudes, oui ou non? Des inquiétudes, c'est pas mon style. En revanche, bien évidemment, il y aura des débats, à mon avis, très longs et peut-être très riches. Et surtout au Sénat, je vais vous dire, certainement très respectueux des uns des autres. Ah bon, j'avais demandé à Nicole Bricq si les socialistes allaient mener la guérilla comme à l'Assemblée sur ce texte. Ce n'est pas une guérilla, c'est un texte qui touche aux libertés fondamentales. Et je pense que ce qu'a prévu le Sénat, je veux le dire à Madame Debré, il a prévenu 2 semaines de débat. À mon avis, on n'y arrivera pas. Mais ça pourra se faire quand même de les respects des uns et des autres, comme ça c'est toujours fait au Sénat. Toujours. Regardez pour les revenus du travail, dont j'étais rapporteur, il y a eu beaucoup de problèmes à l'Assemblée nationale. On a eu aussi quelques difficultés, quelques échanges, mais toujours dans le respect des autres. Et j'espère que ça continuera comme ça, quels que soient les projets de loi. Merci, mesdames, d'avoir accepté de débattre fort cordialement ce soir sur notre plateau. Et tout de suite, c'est le Sénat, oui. Ah, vive les femmes. Merci Michel. Alors tout de suite, la suite du 18h avec notre rendez-vous consacré à la crise économique. Voilà, Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA, un homme, va faire son entrée sur ce plateau dans quelques secondes. D'abord, un reportage de Nicolas Béard. On s'interroge effectivement pour savoir si le monde agricole est touché par la crise actuelle. Son reportage nous montre qu'il y a des disparités au sein du monde agricole aujourd'hui. L'une des conséquences de la crise financière, c'est la baisse de la consommation. Celle des produits laitiers a chuté de près de 6% rien que pour le mois de décembre. Du coup, les producteurs de lait produisent trop pour un marché saturé. Producteur depuis plus de 15 ans, Régis Crombé le sait plus que quiconque. Tant que le pouvoir d'achat n'augmente pas, ne revient pas à son niveau, voire n'augmente pas, c'est qu'il va falloir qu'on se prenne par les mains, non seulement les producteurs, mais aussi les décideurs européens, c'est-à-dire de réduire la production. La surproduction a fait chuter les prix du lait. En août, il se vendait encore 37 centimes le litre. Aujourd'hui, il est tombé à 25 centimes. Une seule solution, une reprise de la consommation. Ça sera la consommation qui, pour la production laitière, va orienter la crise. Toujours est-il que de toute façon, 2009
je ne vois pas autrement qu'une année de crise profonde quand même. Mais la crise ne touche pas l'ensemble du monde agricole de la même manière. Avec l'augmentation des prix des matières premières en 2007, les céréaliers ont connu une période faste. Pour le moment, chez eux, les effets de la crise sont encore limités. Pourtant, on reste sur ses gardes. Aujourd'hui, je n'ai pas de ressenti très violent, disons, de cette crise financière. Mais on sait que de toute façon, cette crise aura un impact sur la consommation. Donc automatiquement un impact sur les prix de nos produits. Mais tandis que les prix baissent, les charges d'exploitation, elles, augmentent. Petit à petit, leur trésorerie leur laisse de moins en moins de marge de manœuvre. Et pour la récolte 2009, qu'on a déjà commencé à financer, l'augmentation des charges va dépasser les 200 € de l'hectare. Donc là, on atteint le niveau de notre revenu hectare. Donc quelque part, mon revenu 2009 est déjà hypothéqué que par la hausse des charges. En 2008, le revenu des agriculteurs a chuté de près de 15%. Michel Barnier a promis un plan d'aide de 250 millions d'euros pour le secteur. Il devrait s'avérer très utile. Voilà, et avec nous pour réagir sur ce sujet, Jean-Michel Lemétayer, président de la FNSEA. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de réagir au sujet, une petite question sur votre pronostic concernant la crise. Comment vous voyez 2009 ? L'année va être difficile pour tout le monde. Ce serait quand même être bien optimiste que de dire que personne ne sera touché. Donc l'agriculture sera touchée elle-même. Elle sera touchée par, j'allais dire, effet domino. Dans la mesure où nombre de nos concitoyens craignent pour leur avenir, des problèmes peut-être de chômage, de pouvoir d'achat, et par voie de conséquence, nous, sur leurs propres achats alimentaires, on risque d'en subir les conséquences, sans parler par ailleurs du contexte mondial qui joue un rôle important sur le prix des produits agricoles, de nos productions, puisque les marchés se sont retournés à une vitesse absolument phénoménale. C'est ça qui est le incroyable. reportage le démontrait à l'instant. Jean-Michel Lemétayer, il y a quelques mois, on parlait de l'envolée phénoménale des cours, des céréales ou des produits laitiers. Tout s'est retourné. Alors est-ce que les agriculteurs, les éleveurs, demain, les éleveurs, vont devoir à nouveau tendre la main ? Écoutez, j'avais réclamé dès le milieu de l'année 2008 une conférence sur le revenu. Les faits, malheureusement, me donnent raison, parce que j'aurais préféré qu'on publie cette semaine. Rappelez-nous juste le pourcentage de la baisse de leurs revenus, justement. 15% en moyenne pour la ferme France, avec d'énormes disparités, puisque la bonne conjoncture, on va le dire, dans le secteur laitier, malgré, je dirais, les actions syndicales récentes, qui sont en prévision de 2009, l'année a été à peu près correcte, mais en revanche, pour nombre des autres productions, même pour les céréaliers qui avaient connu une très bonne année 2007, on est sur maintenant, après avoir connu des plus 80-90, on est à des moins 30, moins 40. Et le secteur bovin et ovin, lui, connaît des moins 50% de revenus sur 2 ans. Donc c'est la raison pour laquelle, face à une forte augmentation des charges en 2008, on avait eu cette conférence sur revenus. Vous avez rappelé un chiffre sur les 250, enfin dans le reportage, sur les 250 millions d'euros de soutien aux revenus. C'est vrai que ça risque d'être un peu inquiétant. Alors ce qu'on peut espérer, peut-être, c'est que face à ces prix en forte baisse, pour nombre de secteurs, les céréales, les produits animaux, nous connaissions quand même quelques baisses de charges, parce que le prix de l'énergie, qui s'est fortement envolé, qui pèse sur nos coûts d'exploitation, nos coûts de production, j'espère que les prix baisseront, et pas seulement le prix du gasoil qu'on met dans le tracteur ou dans les machines, mais aussi, par voie de conséquence, comme je l'avais dit quand ça montait, les prix, les consommations intermédiaires qui découlent directement du prix du pétrole, l'exemple des engrais, des plastiques, etc. Est-ce qu'on peut envisager des actions dans les semaines à venir, des tensions ? Écoutez, il y a eu de fortes tensions, elles ne sont pas complètement atténuées dans le secteur laitier. Le dossier n'est pas résolu. Il y a une obligation, après un accord interprofessionnel sur le prix du lait jusqu'à fin mars, il est indispensable que les négociations entre producteurs et industriels aboutissent. Je pense qu'on n'échappera pas aussi au débat avec la grande distribution, parce que la loi de modernisation de l'économie, qui rentre vraiment en application en ce début d'année 2009 avec les négociations commerciales pour 2009, va montrer que on est loin d'avoir clarifié le sujet et que la valeur ajoutée finalement dégagée par une filière, elle n'est pas forcément bien répartie entre distributeurs. Leclerc, à votre place hier, Jean-Michel Lemétayer, il ne faut pas compter sur lui pour obtenir des hausses de prix. Il nous a expliqué qu'il allait maintenir la pression sur les fournisseurs, les producteurs, pour limiter la hausse des prix dans les rayons à 1%. Oui, mais enfin, vous savez, le président de la République qui était aujourd'hui dans les Vosges,
pour parler de la ruralité. Et le président de la République, il est même allé sur une exploitation agricole. Il sait pertinemment que parmi les acteurs importants de la ruralité, il y a le monde agricole. On peut pas voir la disparition du monde agricole sous prétexte que Michel-Édouard Leclerc veut faire baisser les prix. Et j'aurais beaucoup à dire sur la politique de Michel-Édouard Leclerc. Je pense qu'il y a un enjeu considérable au moment où des pans entiers de l'économie française, je pense à l'automobile mais d'autres, souffrent terriblement et par des effets soit de délocalisation, soit etc. Il y a un secteur économique qui n'est, je l'espère, pas délocalisable, c'est le nôtre. Donc je pense que le gouvernement ferait mieux de bien soutenir notre secteur parce que notre secteur devrait pouvoir soutenir ses emplois. Il y a quelques mois encore, Jean-Michel Lemétayer, vous aviez retrouvé le sourire, c'était formidable avec ces bons résultats pour les céréaliers, pour les producteurs laitiers, donc vous êtes d'ailleurs. Absolument. Aujourd'hui, vous pensez et vous dites toujours que l'agriculture reste un métier d'avenir. Oui, absolument. Je pense même que pour le monde politique, le gouvernement, c'est un pan de notre économie très important. Je suis breton. Oui. Si, enlevons l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne au moment où un grand groupe automobile souffre terriblement, et vous verrez tous les élus politiques, quelle que soit leur tendance, comptent sur l'agriculture pour soutenir finalement l'économie de ma région. Donc ça vaut pour toute la France, parce que toutes les régions ont besoin de cette économie agricole et agroalimentaire. En un mot, Jean-Michel Lemétayer, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez soutenu par le gouvernement? On ne nous laisse pas tomber. Oui, on nous laisse pas tomber, mais je pense que dans les négociations toutes prochaines, j'ai déjà dit au Premier ministre hier soir absolument, hier soir, on a eu l'occasion de nous rencontrer à l'occasion en honorant notre collègue Luc Guyot, lorsqu'on injecte de l'argent, comme on le fait actuellement dans certains secteurs économiques, il fallait penser, non pas en injecter toujours plus, mais à soutenir un grand secteur comme le nôtre, parce qu'au moins celui-là, je suis sûr, il est durable. Alors, dernière question. Vous avez parlé de 2009. Est-ce que pour vous, Jean-Michel Lemétayer, 2009 sera l'année de la candidature aux élections européennes, oui ou non? J'ai déjà répondu à cette question en disant que jusqu'à la date. J'aurais dit donner oui ou non. Non. Alors là, vous dites quoi ce soir? Je dis que pendant la trêve de Noël, je vais réfléchir à la proposition qui m'est faite. Par l'UMP. Pour être candidat, effectivement, dans le Grand Ouest, puisque les élections se font ainsi, mais la proposition qui m'est faite, c'est d'aller défendre et soutenir l'agriculture, qui est un grand dossier de l'Europe, à Bruxelles. Donc, je vais y réfléchir pendant les fêtes, c'est ça. Il y aura une réponse début janvier. Très bien. Revenez le dire chez nous, dès que vous le savez. Merci. Dernière page du 18h maintenant, le scandale Madoff et cette question. Combien d'épargnants français ont été piégés et pour quel montant? L'autorité des marchés financiers a envoyé ces dernières 24 heures des messages contradictoires. Avec nous, Cyril Julliard, président de la société de gestion ERAM, et Thierry Ottaviani, très inquiet, c'est le président de l'association SOS Petits Porteurs. Cyril Julliard, qu'est-ce que vous savez des risques encourus par les investisseurs français, peut-être des très riches, mais aussi les petits épargnants, qui ont investi dans des SICAV? Oui, je crois qu'il y a eu un peu de confusion sur la communication qui a été faite autour de cette affaire. Il y a une première communication au niveau des banques, qui sont les capitaux que les banques ont perdus pour les capitaux qu'elles ont garantis pour des investisseurs principalement institutionnels. Et là, donc, on a eu la BNP, Natixis, ainsi de suite. Bon, ça, ce sont les pertes encourues par les banques. On parle d'1 milliard d'euros, là. Oui. Alors, ensuite, les épargnants. Parlons des épargnants. On n'a pas toute la facture. Après, il y a un deuxième niveau de perte dans l'affaire Madoff, qui sont les SICAV, qui étaient probablement investis. Et là, donc, on se retrouve face à l'épargnant en direct. Et c'est ce que l'AMF a voulu annoncer, c'est qu'il y avait des pertes estimées à 500 millions, je crois, au dernier communiqué. Plusieurs centaines, oui. Ouais, donc là, qu'est-ce que vous dites, vous, de l'exposition des petits porteurs au SICAV? Alors, on n'a pas encore l'état des lieux complet. Vraisemblablement, si les gestionnaires des SICAV ont respecté les soucis de diversification de leurs investissements, les pertes dans les SICAV ne devraient pas représenter plus que quelques pourcents inférieurs à 2 chiffres en tout cas. Oui. Alors maintenant, je ne suis pas gestionnaire de toutes les SICAV de la place, et donc c'est intéressant de savoir dans quelle proportion ces SICAV ont été investis. Alors Thierry Ottaviani, on a l'impression que les victimes de cette escroquerie sont chaque jour plus nombreuses. Est-ce que vous vous attendez à d'autres surprises? En début de semaine, on annonçait que c'était des investisseurs institutionnels et des grosses fortunes qui étaient particulièrement exposés, enfin des professionnels et pas les petits épargnants de base. Hier, il y a eu un communiqué de l'AMF qui a révélé que
un nombre significatif, c'est l'expression utilisée dans ce communiqué, de petits épargnants seraient concernés par l'affaire Madoff. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu des communiqués différents, de Lagarde qui s'est voulu plutôt rassurant. Est-ce que vous avez reçu des coups de fil dans votre association? On a reçu des témoignages, des coups de fil et des courriers aussi de personnes qui ont placé de l'argent sur des fonds qui eux-mêmes étaient placés sur le fonds de Bernard Madoff. En tous les cas, avaient été informés. Est-ce que vous estimez l'un et l'autre qu'il y a là un défaut de fonctionnement dans les banques françaises? Bon, alors le problème on nous a dit également que les banques ne savaient pas forcément que leur argent, au final, aboutissait dans le fonds Madoff. Alors, bon, il y a plusieurs niveaux de risque. En ce qui concerne ce que les banques ont garanti, je pense que si les banques vous disent qu'elles ont garanti un capital à des investisseurs institutionnels et qu'elles ne savaient pas donc ce qu'elles avaient garanti, c'est qu'il faut qu'elles changent de métier. Leur métier, c'est quand même de savoir ce qu'elles garantissent. Le deuxième niveau, c'est ce qui concerne les épargnants. Et là, effectivement, l'épargnant, il souscrit une SICAV et il n'est pas censé savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, le gestionnaire de la SICAV, qui lui-même fait des investissements, est censé regarder avec attention où il investit son argent. Et là, si vous regardez avec attention où vous investissez votre argent, Madoff n'était pas une fatalité. Tout le monde n'est pas investi dans Madoff. Okay, donc, pour rappeler simplement brièvement les règles, Madoff cumulait la fonction de dépositaire, de gestionnaire, d'intermédiaire et de valorisateur. Et quand vous regardez le résultat de ces performances, vous pouvez vous poser légitimement la question, mais comment fait-il ce miracle? La réponse, on l'a aujourd'hui. Il faut quand même rappeler qu'en 2003, la Société Générale dit avoir réalisé un audit sur cette société d'investissement et que suite à cet audit, ils ont classé la société de Bernard Madoff comme sur leur liste noire. Voilà, et qu'ils ont un dossier dans lequel la Société Générale s'en sort bien. Voilà, donc on savait déjà que ce fonds, certains concurrents, certaines banques savaient que ce fonds présentait des anomalies dans son fonctionnement. Ce qui est grave, c'est que ce soit pas connu ça me paraît vraiment étrange, que l'ensemble des banques n'ait pas réagi de la sorte et tout le monde avait la possibilité d'utiliser les critères de la Société Générale pour grugés, piégés. Qui va devoir payer? Est-ce que vous allez réclamer un soutien? Que nous regardons actuellement, c'est vrai que récupérer la mise, récupérer quelle mise? Il ne reste plus rien dans ce fonds. Donc même s'il y a une procédure qui est en cours, il y a tellement d'intermédiaires. Le discours de Nicolas Sarkozy à Toulon, il a dit que personne ne devrait être perdant parmi les épargnants français. Ceux qui ont confié leur argent aux banques françaises. Moi, je pense que si je suis épargnant aujourd'hui et investisseur dans une SICAV qui est investie dans Madoff, je vais légitimement demander si les règles d'investissement de la SICAV dans laquelle je suis ont été respectées. Voilà. Et au titre de la diversification du portefeuille, premièrement, et deuxièmement, au titre des règles que l'AMF a d'ailleurs très justement appliquées depuis longtemps, qui est la ségrégation des métiers, qui fait qu'un gestionnaire ne peut pas être un dépositaire ni un valorisateur. Voilà, ça c'est le premier point. Le second point, c'est la façon dont ces placements ont été vendus. D'après, mais là je reste très prudent, les informations que nous avons, les épargnants nous disent on nous a présenté ces placements comme étant des placements sûrs. Donc à partir du moment où on leur présentait ces placements comme étant sécurisés, je ne vois pas pourquoi ils perdraient de l'argent. Donc il y a peut-être aussi un rôle du prestataire de service d'investissement, à lui de voir vers qui va se retourner dans cette histoire. Voilà. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des épargnants qui sont concernés. On a les preuves chez nous. On vit l'histoire avec ce personnage qui était très respecté, vénéré même à New York, qui faisait beaucoup de philanthropie et qui aujourd'hui laisse derrière lui une ardoise de 50 milliards de dollars. On l'estime à 50 milliards, oui, parce que l'arnaque était assez bien montée. Donc, en même temps, simplissime. Simplissime, mais bien monté. Très bien. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette édition. Merci. Dans un instant, restez sur Public Sénat et découvrez le portrait de Philippe Marigny, sénateur UMP de l'Oise. Et à 18h45, l'émission Déshabillons-les avec Hélène Risser. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, Michel.